En ce début d'été 2024, le conflit de travail qui oppose les syndiqués de la Société des traversiers du Québec et leur employeur a des impacts sur la fréquentation de l'île aux Coudres. Sans convention collective depuis le 1er avril 2023, les travailleurs réclament notamment de meilleures conditions salariales à la Société d'État. Avec les journées de grève qui pourraient avoir lieu aux vacances de la construction, les commerçants craignent d'autres impacts négatifs, comme ceux connus lors du week-end de la Fête nationale du Québec. Ça a été une réaction très triste de la part des commerçants parce que, tu sais, cette fin de semaine-là, c'est la fin de semaine qui rouvre la saison. Tu sais, officiellement, entre parenthèses, parce que les locaux sont ouverts à l'année, mais c'est l'ouverture de la saison touristique. C'est le moment où les gens arrivent à l'île aux Coudres, en théorie. Et là, bien, c'est sûr que la porte s'est refermée un petit peu là, au cours de cette fin de semaine-là. Les gens tombent en vacances? Exactement. C'est la première fin de semaine de 3 jours. C'est l'été, il fait beau. Habituellement, les gens sont là. Et bien, étant donné toute la presse qui s'est mise autour aussi, bien, les gens n'ont pas été à l'appel, évidemment. Comment ça a été vécu, tout d'abord, les 2 premières journées de grève à la fête de la Saint-Jean-Baptiste ici? Bien, monsieur, ça a été une catastrophe, c'est ça. On ne peut pas dire que ça a été une ouverture sur le monde pour la saison touristique. La porte a été fermée, puis on en subit encore des conséquences aujourd'hui. Parce que la publicité qui a été faite, elle a été néfaste. Les gens ont pris peur parce que moi, me mettant à leur place, j'aurais fait comme eux. Je disais, où est-ce qu'il n'y a pas de risque d'avoir une rupture de communication, de transport? La Gaspésie, les Laurentides, on va aller ailleurs. l'Estrie, la Beauce, peu importe, mais on n'ira pas dans une région où il faut prendre un traversier pour traverser. Voilà. Donc, effectivement, à long terme, ça fait mal. Vous disiez que les quais étaient complètement vides, là, ici. Oui, exactement. Ce qu'on voyait des autres grèves, c'est qu'il y avait de l'attente. Puis, tu sais, les gens, bien, étaient tristes de ne pas pouvoir traverser. Il y avait beaucoup d'attente, des 2-3 heures d'attente. Les gens allaient se mettre en file avant. Et là, bien, au grand désarroi, le vendredi soir, 5h30, tout le monde prenait le bateau puis il restait de la place sur le bateau, ce qui est très, 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 très rare. Pour plusieurs acteurs de l'industrie touristique, les pertes ont été considérables. Avez-vous vu vos ventes diminuer durant cette fin de semaine-là? Monsieur, je vous dirais à 65 à 70 Ça a été quoi les pertes que vous avez connues? Par rapport à l'année dernière, 70 de réservations en moins, d'achalandage en moins. Le téléphone arrête de sonner complètement, là? Le téléphone arrête de sonner, et non seulement il arrête de sonner pour la Saint-Jean-Baptiste, mais après la Saint-Jean-Baptiste, la période de fin juin, début juillet, c'est une période stratégique parce qu'on reçoit en moyenne 30 réservations par jour pour l'été à venir, donc pour les journées de juillet, d'août, de septembre, et 70 appels par jour. Et là, on est tombé à moins de 10, 7, 8 appels. Beaucoup de gens qui se renseignent dans ce 7, 8, mais très peu qui réservent. Oui, le vendredi de la fête de la Saint-Jean, La première journée de grève. j'ai eu 87 clients dans ma journée. L'année d'avant, je n'avais eu 394. Fait que ton chiffre d'affaires, tu te compares. On vient de couper de 75 %, là. Et voilà! Pas compliqué, là. Cette situation touche également les familles des travailleurs. On fait en sorte que les employés puissent tous travailler, mais on réduit considérablement les heures de travail. On est obligé de faire ça. Donc, un serveur, une serveuse, un réceptionniste, une réceptionniste, qui font normalement 40 heures, ils vont en faire 20, ils vont en faire 22, ils vont en faire 18, ils vont en faire en fonction de l'occupation qu'on a. Donc, forcément, ils en souffrent. Parce que leur gagne-pain, c'est l'été. L'été, il est très court, c'est 4 mois, dont 2 gros mois, mais c'est 4 mois réels d'achalandage touristique. Donc, on ne peut pas se payer le luxe de perdre ça dans un si court laps de temps. Et puis, c'est de calculer aussi, dans des journées comme ça, il ne faut pas que tu aies de pertes, mais il faut que tu sois capable de faire travailler tes employés. Quand il y a moins de monde, ça prend moins de personnel, mais les employés ont besoin de travailler. Puis, ce qui m'inquiète aussi, c'est que pour la prochaine qui est annoncée, entre guillemets, bien, si c'est une semaine, on n'a pas besoin de 24 employés quand le bateau marche presque pas. Donc, eux, c'est important qu'ils travaillent pour assurer
le semaine assurable en assurance chômage. Mais quand on n'a pas de personne, qui qu'on va choisir pour dire « toi, tu travailles pas, toi, tu travailles pas ». La propriétaire de la boulangerie Bouchard dénonce l'inaction des parties impliquées dans la négociation. Quand on est derrière un bureau, monsieur, là, et puis que les décisions sont prises, là, advienne que pourra, là, c'est pas la réalité. Là. Nous autres, on est sur une île, on a une porte qui s'appelle le traversier, elle se ferme à tout bout de champ, elle se rouvre quand ils jugent que c'est nécessaire. Et puis, si c'était le pont de Québec ou le pont de l'île d'Orléans, je pense que ce ne sera pas la même dynamique. Puis moi, ce que je déplore dans ça, c'est qu'il n'y a jamais personne d'imputable à rien. Il n'y a jamais personne qui est imputable à quelque chose. Moi, j'ai un commerce. Si j'ai une critique, j'ai quelque chose, je vais l'écouter, je vais prendre en considération. Mais au moment où on se parle, personne n'est imputable de rien. La société envoie ça au gouvernement, le gouvernement envoie ça à la société. Mais dans la vie, à un moment donné, on s'assoit. Puis on ne va pas juste regarder par la fenêtre. On vient sur le terrain, on s'informe, on parle, puis on voit la réalité. De nombreux intervenants se sentent pris en otage par le conflit. Pour l'industrie touristique, est-ce que c'est pas votre meilleur argument de vente, la fiabilité des transports? Bien, tu sais, 90 du temps, les traversées font bien. Ça prend 10 5 ou 2 du temps où les traversées vont pas bien et que ça sorte dans les grands médias, que là, dans la tête des gens, les traversées vont pas bien. Fait que, tu sais, on a une fiabilité de traversée. Je le dis avec une hésitation, mais là, ça semble retomber à la normale parce que là, on est rendu avec 3 traversiers à quai. Je ne sais pas si vous avez vu en arrivant. Donc, tu sais, ça semble retomber à la normale présentement. Là, c'est les conditions de travail des travailleurs qui sont en cause présentement. Mais c'est ça. Tu sais, avec les années, c'est sûr qu'on a perdu confiance en la STQ, là, tu sais, la Société des traversiers, parce que, tu sais, à chaque année, on se faisait dire, bon, l'année prochaine, on va être correct. L'année prochaine, vous allez être correct. L'année prochaine, vous allez être correct. Là, moi, ça fait 4 ans que je suis en poste à Tourisme Île-aux-Coudres. J'ai pas vécu une année où rien passé avec la Société des traversiers au cours de l'été. Fait que ça devient un peu essoufflant. Par contre, c'est tout le temps des sentiments partagés, hein, faut le dire, parce que c'est des collègues, c'est des amis qui revendiquent leurs droits. Donc, on se doit aussi de les supporter. Les appels à l'aide qui ont été faits dans les derniers jours, c'est vraiment plus au niveau de régler le conflit avec les hautes instances, etc., parce que on comprend la situation de grève, mais l'industrie touristique en a un peu ras-le-bol, en fait, d'avoir les conséquences. Les impacts, oui, c'est ça, les impacts que la STQ, que les grèves ont là, après toutes ces années, là. Ce qui m'inquiète encore plus, là, monsieur, c'est que notre relève de jeunes capitaines, ils ont appris avec les vieux capitaines. Si jamais ces jeunes-là, là, ils sont demandés pour aller ailleurs avec des meilleurs salaires, qu'est-ce qui va arriver avec notre traversier, notre port d'entrée, notre île? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils pourraient être amenés à aller ailleurs parce qu'il y aurait des meilleurs salaires? Bien, voyons, monsieur, si on n'avait pas eu l'histoire du Svanoy qui est payé 15 millions pour une saison avec des gens qui sont payés à 100 piastres de l'heure, pensez-vous qu'on aurait ce problème-là aujourd'hui? Quand on compare des pommes avec des pommes, métier pour métier, bien, à un moment donné, là, ça suffit, là. Bien, qu'on s'assoie puis qu'on parle puis qu'on voie la réalité. Parce que moi, je me vois pas être capable de dire aux gens, venez chez nous parce qu'on a un problème de main-d'œuvre, un problème de bateau qui est encore en réparation, qui fait des essais de djihadja, puis envoyez donc par là. Non, monsieur, on en a assez vécu. On est comme pris en otage. Puis je comprends la réalité des travailleurs, mais il faut qu'on comprenne aussi notre réalité au gouvernement, puis à la STQ. Confronté au problème, le maire de l'Île-aux-Coudres, Christian Dufour, se montre rassurant. Présentement, la situation, ça va bien là, avec les lettres qu'on a envoyées au ministère et à la direction de la STQ et au président du syndicat pour relancer les négociations le plus rapidement possible. Ça a été quoi la réponse que vous avez eue? La réponse a été positive. Ils ont rajouté des dates. La prochaine était supposée être le 23 juillet. Là, ils vont en avoir une le 12 de juillet. Donc, puis peut-être probablement une autre entre les deux. Pour reprendre les négociations. Parce que là, la situation qu'on a vécue à la Saint-Jean-Baptiste, là, il ne faut pas que ça arrive durant la construction. Une lettre a été envoyée au premier ministre du Québec pour trouver une issue au conflit. En fait, c'est une lettre ouverte au premier ministre, donc
qui était aussi adressée aux médias. Le but de la lettre, c'était de lui faire comprendre que l'île aux Coudres, on a vécu beaucoup de problèmes avec la fiabilité des traversiers durant les dernières années, avec cette grève qui est arrivée à la Saint-Jean-Baptiste et qui nous a fait mal, et l'annonce d'un potentiel de grève pour la première semaine de la construction. En fait, je m'adresse surtout à l'ancien PDG de Air Transat. Pourquoi? Parce que Air Transat, sa mission, c'est de prendre des touristes du Québec, de Montréal, de partout au Québec, et de les emmener dans une île. Et le seul lien qu'il y a entre l'île et le Québec, c'est les avions d'Air Transat. Et donc, les gens s'en vont passer 8, 10, 15 jours de vacances et reviennent. Leur sécurité, c'est le transport aérien en ce qui concerne Air Transat. Et là, nous, ce qu'on dit, c'est au Premier ministre, vous êtes le PDG du Québec Inc. Vous êtes donc le grand superviseur de la Société des traversiers du Québec. Donc, vous avez la responsabilité de faire en sorte que le Conseil du Trésor négocie avec le syndicat. On ne prend pas parti pour qui a raison, qui a tort et de combien devraient être les augmentations ou pas. On prend parti sur le fait que nous, on veut que le lien maritime soit fiable et que les gens le sachent et que les gens soient rassurés et nous permettent d'avoir une saison touristique normale. Cette initiative aurait contribué à faire avancer les négociations. La présidente du Conseil du Trésor a annoncé que le dialogue n'avait jamais été rompu, tant mieux si c'est le cas, mais que des journées de négociations supplémentaires, je pense, avaient été ajoutées avant le congé de la construction. Donc pour nous, c'est une bonne nouvelle. Que ce soit nouveau ou que ce soit effectivement que ça ait été planifié et statutaire, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Donc maintenant, on va attendre les résultats. Les acteurs rencontrés ont des appréhensions quant aux éventuelles journées de grève. C'est sûr que les commerçants ont des craintes, là, des grandes craintes, parce que ce qu'on a vu à la Saint-Jean-Baptiste peut se répéter dans ces 6 jours-là qui sont vraiment majeurs dans les revenus touristiques. Ça augure que les gens ont une mauvaise impression et ont une mauvaise publicité. Quand est-ce que la STQ va faire une belle publicité de dire, bien, nos bateaux sont ouverts, allez-y à pleine porte ouverte? Sarah Renaud-Serré, une résidente de la Malbaie qui travaille à l'île aux Coudres, témoigne de sa réalité de transport. Comment vous entrevoyez la grève potentielle qui pourrait avoir lieu durant la première semaine de la construction? Je pense que ça va quand même continuer à aller et venir. C'est jamais coupé à 100 %. Moi, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Ça fait 5 ans que j'habite dans Charlevoix. J'ai jamais eu peur de me rendre à l'île par peur de ne pas revenir. C'est très tranquille, j'ai pas de stress par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui voudraient venir visiter l'île? Bien, venez, puis profitez, puis si au pire des pires, on peut plus revenir sur le continent, il n'y a pas meilleure place qu'ici pour rester. De toute façon, une petite soirée. Les commerçants souhaitent lancer un message aux gens de l'extérieur qui aimeraient venir à l'île aux Coudres durant les prochaines semaines. L'île, c'est une terre d'accueil, mesdames, messieurs. Venez faire un tour. En dépit de tout, prenez du temps. Venez nous voir, on est accueillants. Puis, elle est belle tout le tour. Le conflit de travail opposant les officiers de la Société des traversiers du Québec et leur employeur affecte présentement 5 traverses au Québec, dont 2 sont situées en Charlevoix. La nouvelle PDG de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, Mme Geneviève Quentin, est de passage en Charlevoix pour débuter sa tournée des régions de la province. En poste depuis moins d'1 mois, elle témoigne de la vision qu'elle souhaite apporter au regroupement d'affaires. Le plus important, c'est toujours de rappeler que l'industrie touristique, ce n'est pas un poste de dépense, c'est une source de revenus pour le gouvernement du Québec. C'est 4 milliards de devises étrangères qui rentrent au Québec annuellement. Donc, le nombre de touristes étrangers donc, qui viennent de l'Ontario, du reste du Canada ou même des autres marchés, c'est 4 milliards qui rentrent. Ce n'est pas 4 milliards qui vont directement dans les coffres de l'État, mais c'est à peu près 30 % de cette somme-là qui va dans les coffres de l'État. Donc,
$1 dépensé en tourisme, c'est pas $1 perdu, c'est pas un poste de dépense où on régénère tout le temps de l'investissement. C'est qu'on donne $1, on en génère 3. Dépendamment du type de tourisme aussi, on en génère beaucoup plus. Alors, pour moi, c'est très, très important de revaloriser l'aspect économique puis l'impact économique que cette industrie-là a pour le Québec. Au dire de Mme Quentin, la grève des traversiers du Québec n'influencerait pas encore les intentions des touristes qui choisiraient Charlevoix comme destination de vacances estivales. En ce moment, on ne voit pas vraiment d'effet. C'est sûr que l'industrie touristique est un peu tributaire de ces éléments-là. Est-ce qu'on peut s'immiscer dans une négociation entre syndicats et la Société des traversiers du Québec? Malheureusement pas. Mais est-ce qu'actuellement, on sent que les choix sont différents pour les clientèles? Non. Dans les intentions de voyage, Charlevoix est quand même dans le top 3 encore cette année. Donc, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est qu'on invite naturellement les clientèles à préparer peut-être davantage leur voyage, c'est-à-dire de... Vous dites qu'il n'y a pas d'impact au niveau du tourisme sur les low-coudres? Non, non. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'impact au niveau du tourisme sur les low-coudres. Ce que je dis, c'est que les clientèles, les intentions, les voyageurs vont venir quand même. Il faut juste bien comprendre que la négociation, elle est entre la Société des traversiers du Québec et le syndicat. Donc, et une négociation, c'est régi par le Code du travail, donc on ne peut absolument pas rien faire dans cette négociation-là. Par contre, est-ce qu'on peut dire que c'est déplorable? Oui. Est-ce qu'on peut dire que le syndicat a le pouvoir de choisir les moments où il décide qu'il fait la grève? Oui. Donc, pourquoi il le fait pendant la saison touristique? Ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est le syndicat qui décide ça. Fait que le message, non, on ne peut pas s'immiscer dans un conflit de travail, mais le message, c'est qu'on invite vraiment les deux parties à s'asseoir le plus rapidement possible à la table de négociation pour ne pas pénaliser nos entreprises touristiques. Puis je dis l'industrie touristique, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres secteurs aussi qui sont impactés aussi. Donc, on invite vraiment les deux parties à s'asseoir le plus rapidement possible ensemble puis trouver des solutions. Nous, c'est des choses qu'on a transmises à Mme Greta Bédard de la STQ, nos préoccupations. Tourisme Charlevoix et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec se disent conscients des répercussions du tourisme sur la crise du logement qui sévit en Charlevoix. C'est certain que dans Charlevoix, nous, on a commandé une étude sur les résidences de touristes là, déjà il y a quelques années. Puis ce qui sortait de l'étude, c'est qu'en termes de ratio d'Airbnb puis d'hébergement collaboratif versus les logements privés, on avait vraiment le plus haut taux au Québec de nombre d'hébergements commerciaux versus d'hébergements résidentiels et de loin. Fait que c'est certain qu'on a un enjeu. Mais justement, suivant la planification stratégique, c'est un peu le rôle qu'on a pris Tourisme Charlevoix de trouver puis de s'attaquer au goulot d'étranglement qui a un impact sur la population locale parce qu'on veut justement assurer cette saine cohabitation-là. Puis ce qu'on a fait dès l'automne passé, c'est qu'on a, puis ça s'est poursuivi cet hiver, c'est qu'on a rencontré le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix, MRC de Charlevoix-Ouest, justement pour dire les résidences de touristes, c'est un acteur important de l'industrie, tu sais, ça fait partie de notre modèle, ils ont leur rôle, puis tout ça. Mais à quelque part, il y a une limite aussi là, par rapport au logement privé, puis tous ces éléments-là. Fait qu'on invitait vraiment, ce qu'on a fait avec les municipalités, c'est on les a vraiment sensibilisés sur le phénomène. Puis après ça, on les invitait vraiment à mettre en place sur leur territoire de la réglementation pour trouver justement ce saint équilibre-là. Fait qu'on est très, très, très sensible à ce que vous dites parce qu'on est en rareté de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre-là a besoin d'être logée. Fait qu'il n'y a pas d'avenir pour notre industrie s'il n'y a pas de logement. La présidente directrice générale affirme également se sentir concernée par l'importance du tourisme durable pour l'avenir de l'industrie au Québec. D'abord, les clientèles sont de plus en plus sensibles à ça. Donc, elles choisissent davantage leur destination en fonction des choix qu'on fait dans une région donnée. Charlevoix est un exemple extraordinaire de développement au niveau de la durabilité. Hier, j'expliquais, je ne me rappelle plus à qui, mais je disais, tu sais, quand tu vois le festif, là, bien, je pense que le festif, sincèrement, moi, j'étais dans les festivals événements, là, puis j'étais la directrice du programme Festival événements au ministère du Tourisme à l'époque. Puis quand le festif est venu au monde, là, c'était le premier qui permettait de recharger des bouteilles au lieu d'acheter des bouteilles en plastique. Puis, tu sais, ça, c'est comme, on parle de peut-être une dizaine d'années, mais c'était précurseur.
Mme Quentin poursuivra sa tournée des régions durant les prochains mois. Le plan, c'est que à partir d'aujourd'hui, jusqu'à Noël, idéalement, j'aurais fait les 21 régions touristiques du Québec. Pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Bien, parce qu'il n'y a rien de plus intéressant que d'être sur le terrain avec les entreprises puis de comprendre les besoins à la source. Tu sais, je veux bien faire de la représentation, mais si je pense que mes idées macro sont les bonnes puis que je ne représente pas les intérêts de mes entreprises touristiques, à quoi bon, tu sais? Cette tournée-là, c'est pas un one-woman show, tu sais. C'est une tournée de mon équipe, puis c'est avec mon équipe que je vais définir la suite. Puis là, en plus, tu sais, c'est comme des initiatives qui sont le fun parce que ça fait en sorte aussi que, tu sais, les associations touristiques régionales vont pouvoir faire de la compétition. Puis je me trompe pas quand je le dis, là, c'est pas de la compétition, c'est de la compétition. Tu sais, moi, je veux dire, hey, voici comment on a eu notre tournée dans Charlevoix, qui on a rencontré, les entreprises qu'on a visitées. Fait que là, après ça, l'autre région a dit, ouais, ben qu'est-ce que je vais lui faire faire, comment je vais travailler. Fait que tu m'as utilisé comme c'est ça, exact. C'est une citation que je dis souvent, mais c'est Boileau qui disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. » D'être sur le terrain, de comprendre la réalité, t'es davantage capable de l'amener. Merci beaucoup. L'Alliance de l'industrie touristique du Québec regroupe plus de 12 000 entreprises. Baie-Saint-Paul a tenu son dernier conseil de ville avant les vacances estivales, lors de la séance ordinaire du 8 juillet dernier. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient dans la salle et qui voulaient aller au micro? 2 citoyens sont notamment intervenus lors de la période de questions du public pour informer la Ville de leur intention de créer un comité qui portera comme nom provisoire le regroupement pour le rétablissement et la revitalisation des quartiers sinistrés du 1er mai 2023. On vous indique aussi comment nous rejoindre et toutes les lettres accompagnent. On a remis les documents. Dans le document qui a été fourni aux médias, il est indiqué que cette nouvelle entité pourrait mener différentes actions, telles que des poursuites pour harcèlement et menaces, une demande de destitution ou même un recours collectif contre le service d'urbanisme de la Ville de Baie-Saint-Paul. Rencontré à la suite de la séance du Conseil, le maire Michael Pilote commente l'initiative. C'est leur droit, hein? C'est une société de droit. Évidemment, je ne partage pas là, les différentes choses que vous venez de nommer là, qui sont dictées par les gens du comité. On verra la suite des choses. Moi, ce que je peux dire, c'est que la Ville de Baie-Saint-Paul travaille en collaboration avec les sinistrés. Est-ce qu'on travaille toujours avec un comité? Non, mais on travaille avec les citoyens. Et moi, quand il y a une demande qui est faite à la Ville, c'est le nom du propriétaire. Moi, le nom que je dois rappeler, que l'équipe, en fait, doit rappeler, c'est le propriétaire. C'est pas... Oui, il y a des comités, mais ce n'est pas un syndicat non plus. Donc, on n'a pas à demander à chaque fois au comité, êtes-vous d'accord avec le citoyen si lui, il rénove, s'il démolit? Bref, il y a quand même eu des consultations. En chaque comité de démolition, il y a une consultation qui est faite. Il y a des gens qui nous envoient des courriels, il y a des gens qui nous appellent. On rencontre des gens aussi. Il y a des gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux. Je réponds des fois même à 23 h le soir, le samedi matin. Je prends le temps de rappeler les gens. Donc, on consulte. Est-ce qu'on va toujours avec les gens, ce qu'ils nous recommandent? Pas toujours. Des fois, oui, on peut consulter les gens, mais ce n'est pas parce que les gens nous parlent et nous proposent quelque chose qu'on va nécessairement aller avec ce qui est proposé. Mais on vit en une démocratie. Oui, il y a de la consultation, mais en bout de ligne, il y a des élus qui sont là pour prendre les décisions. On va continuer de travailler avec ces gens-là, puis on n'est pas parfait. Ça, je le dis depuis le début, avec la Ville de Baie-Saint-Paul, on est là aussi pour prendre le pouls, pour s'améliorer. Il y a des choses, au début, on nous a dit que c'était compliqué avec le service d'urbanisme. Bien, là, ce soir, les gens disent peut-être le contraire, mais moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est beaucoup moins pire. On a des retours d'appel, on a des retours de messages lorsqu'on appelle avec le service d'urbanisme. Puis moi, quand je vois qu'il y a des permis qui se donnent, que ce soit autant pour des démolitions, autant pour des rénovations, bien, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui avancent avec le service d'urbanisme. Oui. On nous disait qu'il y avait des démolitions, qu'il y a des demandes, que ça s'étirait. Bien là, les demandes, il y en a qui ont été réglées, tout ça. Fait que de lancer la pierre toujours, il y en a que c'est la Ville le problème depuis le début, là, mais on essaie de s'améliorer. Puis quand on parle avec le ministère de la Sécurité publique, c'est compliqué, tout ça, bien ça, c'est le gouvernement du Québec. Puis ça, je réfère peut-être plus les gens au niveau de la députée provinciale, mais pour ce qui est de la Ville, qu'est-ce qui concerne les permis de rénovation, les permis de démolition, je pense qu'on avance à ce niveau-là. Quelques citoyens ont imploré la Ville d'être davantage transparente dans les processus décisionnels qui concernent l'avancement des dossiers des sinistrés. La situation au département d'urbanisme, on peut faire autant bien qu'on veut, mais habituellement, je pense qu'il y a 3 personnes au département d'urbanisme à Baie-Saint-Paul.
Un citoyen a notamment réclamé que la Ville augmente ses effectifs à l'embauche du service d'urbanisme afin de mieux accompagner les familles qui ont été impactées par les inondations. Ce citoyen souhaiterait par exemple que la Ville alloue des sommes supplémentaires au service d'urbanisme en allant puiser dans les excédents budgétaires de l'exercice financier de 2023. Ce surplus budgétaire non affecté représente 3,6 millions de dollars. Bien, le surplus de la Ville, hein, ça, c'est le surplus général. Puis, tu sais, les inondations, la Ville a quand même investi beaucoup, puis c'est pas terminé. Lorsqu'il va y avoir éventuellement des réfections de certains ouvrages de protection au centre-ville, la Ville va devoir mettre encore plusieurs dollars, hein? Puis ça, on parle dans les millions. C'est pas encore terminé. Et le surplus, oui, les inondations, on met encore notre quotidien dans les inondations. J'ai des rencontres à tous les jours. Si quelqu'un veut venir passer une journée avec moi ou une semaine, il va voir qu'à chaque jour, on parle des inondations. On a encore des appels avec des ministères. On a des rencontres à l'interne avec nos services. On prend le temps encore d'en discuter, de trouver des solutions pour la suite des choses. Mais j'ai quand même plusieurs personnes dans Baie-Saint-Paul aussi qui n'ont pas été touchées par les sinistrés. Puis demain matin, dire qu'on envoie le surplus là-dedans, je ne suis pas sûr que les autres citoyens de Baie-Saint-Paul seraient tous en accord avec ça, puisque moi, il y a bien des gens qui me disent « je paye des taxes, je veux qu'on refasse la rue en avant de chez moi parce qu'il y a plusieurs nids de poules. Moi, je veux que l'aréna, justement, on ait des événements. Je veux qu'à la fête nationale, on ait des artistes. Moi, je veux que le camp de jour, on ait plus de services au camp de jour. Les gens qui nous disent moi, je veux en avoir plus pour mon argent au niveau du déneigement, tout ça. » Donc, il n'y a pas juste les inondations, puis je ne sous-estime pas ça, là, avec tout le respect que j'ai pour les sinistrés. Il y a quand même eu beaucoup d'aide depuis le début de la Ville. On continue encore dans cette voie-là. On va être là encore là, pour la suite des choses. Il y a eu le programme aussi là, du ministère de la Culture. On parle de 750 000 $. Il y a les programmes pour la rénovation des infrastructures. Il y a le programme d'aide du ministère de la Sécurité publique pour aider les gens à la rénovation ou encore pour avoir une indemnisation à la démolition. La Ville est quand même là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu, puis ça, c'est en collaboration avec le gouvernement, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'aide puis que tout est allé à l'extérieur des inondations, puis on va continuer d'être là pour la suite des choses. Le Conseil de Ville a également fait augmenter le budget qui sera alloué pour la réfection du bâtiment où loge Maison-Mère. La Ville a accordé un montant de 50 000 à 300 000 $ pour Maison-Mère, donc 250 000 $ supplémentaires. Ça va servir à quoi, là, concrètement? Bien, c'est pour justement le maintien là, des actifs. Là. On sait que c'est un bâtiment là, qui a quand même plusieurs années d'utilisation. Donc, ce qu'on veut, c'est être aux normes du Code du bâtiment. C'est une grosse révision, là? Bien, c'est dans le bloc 4, 5, 6. Ce qu'on veut, c'est de répondre aux différentes normes du Code du bâtiment. Donc, c'est des travaux là, qui auront lieu prochainement à ce niveau-là. Y a-t-il des liens avec un centre de recherche qui serait... Non, il n'y a aucun lien là, avec un possible centre de l'INRS. Super. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. La prochaine séance du Conseil municipal de Baie-Saint-Paul se tiendra le 19 août prochain. Dans le cadre d'une nouvelle campagne portant sur la santé des abeilles à miel au Québec, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation s'associe avec des vétérinaires et des entreprises apicoles afin de présenter des ateliers aux éleveurs amateurs et professionnels de la province. Ces formations pratiques et pédagogiques, comme celles présentées en Charlevoix, ont pour but de sensibiliser les propriétaires de ruches à la propagation de la première cause de mortalité de l'abeille domestique. À quoi est-ce qu'on assiste aujourd'hui? Atelier de sensibilisation sur le varroa, qui est un parasite qui s'attaque à l'abeille. Le MAPAC nous a approchés pour faire ça. Puis je trouve ça super le fun d'avoir une opportunité de rencontrer les autres apiculteurs de la région. C'est autant la partie théorique sur c'est quoi cet acarien-là qui s'attaque à la ruche. Puis on fait une petite partie aussi pratique, là, donc ouverture d'une ruche, comment on fait pour dépister ce parasite-là, les traitements, tout ça. Donc, souvent, la première étape, on va isoler la reine pour être sûr de ne pas l'inclure dans notre lavage à l'alcool. Varroa, le problème, c'est que c'est un vecteur donc, de virus. Donc, le varroa, la problématique, c'est qu'il va transmettre des virus là, aux abeilles là, dans différentes colonies. Étant donné que c'est pratiquement impossible de contrôler les virus, donc on va s'attaquer à l'acarien, qui est notre principal, disons, ennemi dans ce cas-ci. Il est particulièrement difficile de lutter contre ce parasite
qui se développe davantage lors des années marquées par un printemps chaud et hâtif. C'est un acarien qui va se reproduire de façon exponentielle dans la ruche. Donc, il va aller piquer les abeilles, il va vivre sur le dos de l'abeille comme un vampire, ou en dessous, il va manger les corps gras de l'abeille, puis il va se reproduire dans les larves. Donc, il va vraiment aller infester le nid. Puis, c'est assez difficile à traiter une fois qu'il est sous le cocon de l'abeille en reproduction. Donc, c'est très dur de le gérer. Il y a différents moyens de lutte. Il y a des moyens qu'on va dire mécaniques là, qui consistent à enlever, là, disons, physiquement un certain type de couvain, là, le faux bourdon, par exemple, dans les colonies d'abeilles. Il y a des moyens de lutte plus, qu'on va dire, chimiques, qui vont être de mettre des produits, des acides organiques, là, des huiles essentielles, par exemple, dans les colonies. Donc, il y a différentes façons de contrôler le varroa dans les colonies. Il y a même des méthodes de régie qui vont consister à choisir des abeilles qui sont plus résistantes au varroa, qui vont mieux, disons, contrôler le varroa dans les colonies. Donc, il y a différentes façons. Les ateliers d'aujourd'hui, c'est comme pour mettre tout ça ensemble de manière un peu plus structurée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les différents outils qu'on peut aller chercher, qu'on peut combiner pour justement réussir à contrôler le varroa. Ça fait une vingtaine d'années qu'on le voit de plus en plus, mais qui a migré de l'abeille asiatique vers l'abeille européenne, l'abeille à miel. Donc là, maintenant, il est omniprésent. C'est partout où il y a des abeilles, il y a ce parasite-là. Puis l'abeille a beaucoup de misère à se défendre contre ce parasite-là qui n'est pas naturel pour elle. Parce que ça l'affaiblit et durant l'hiver, elle n'a plus assez de force pour survivre et se reproduire l'année suivante. Exact. Bien, les abeilles vont survivre tout l'hiver, normalement, en colonie. Ils vont rester, ils vont réchauffer la ruche. Mais c'est ça, dès qu'il y a un débalancement là, dans leur santé, c'est là qu'ils vont avoir de la misère à passer l'hiver. Ces ateliers visent également à créer un réseau entre les producteurs de miel. Depuis quelques années, il y a beaucoup d'apiculteurs amateurs qui vont avoir une ou deux ruches. Ces gens-là, souvent, vont s'informer, des fois sur Internet. Ils n'auront pas tellement d'informations, de formation, en fait, de véritable formation apicole. De faire ces ateliers-là, bien, ça permet de donner une information claire, précise, donner des outils aux gens localement là, pour contrôler justement le varroa dans les colonies. Ça permet justement lorsqu'on se rencontre comme ça, bien, de profiter un peu de l'expérience aussi de certains, puis de le transmettre là, justement aux nouveaux apiculteurs là, qui sont en train d'apprendre un petit peu à comment s'occuper d'une ruche d'abeilles. Les abeilles ont un rayon de butinage de 5 km. Fait que si on est à 5 km les uns des autres, les abeilles se rencontrent. Donc, les maladies peuvent se répandre, que ce soit le varroa ou il y a d'autres maladies, d'autres problèmes aussi. Donc, il faut être capable de connaître qui est où, puis est-ce qu'ils vont bien faire leur traitement, est-ce qu'ils vont être au courant de ça, parce que beaucoup de gens achètent des ruches en se disant je laisse les abeilles aller de façon naturelle, ils vont faire du miel. Mais si on ne traite pas pour le parasite, bien, premièrement, leurs ruches vont mourir rendues à l'hiver, mais aussi ils vont contaminer les ruches environnantes. Au dire des professionnels rencontrés, les ateliers de sensibilisation prennent tout leur sens lorsque l'on connaît les fonctions qu'occupent les abeilles domestiques dans nos écosystèmes. Le rôle des abeilles, bien, ils ont plusieurs rôles, mais la pollinisation, donc c'est le rôle probablement le plus important donc, pour la pollinisation, autant de la nourriture qu'on va manger éventuellement, puis tout ça. Donc, dans notre cas, c'est sûr que les colonies d'abeilles, les abeilles domestiques, elles, présentement, sont prises avec ce problème-là, varroa. On a une codépendance avec l'abeille, donc l'abeille a besoin de nous, l'abeille à miel, pour survivre, puis nous, on a besoin d'elle pour polliniser les cultures. Donc, beaucoup de places dans Charlevoix, entre autres, bien, c'est des petites fermettes qui sont des fois dans l'arrière-pays, qui sont dans des places un peu plus forestières. Il n'y a pas beaucoup de pollinisateurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs naturellement dans cet environnement-là. Donc, apporter des abeilles à miel ici, ça va permettre à nos jardiniers d'avoir des belles cultures bien pollinisées parce qu'on dit que c'est au moins le tiers de ce qu'on mange là, qui est pollinisé par l'abeille. Donc, tout ce qui fleurit, que ce soit en potager, là, les concombres, les courges, tout ce qui fleur en général a besoin d'être butiné par l'abeille directement. D'autres ateliers de sensibilisation au varroa destructor seront donnés tout l'été à travers le Québec. Pour en apprendre davantage, les apiculteurs intéressés sont invités à consulter le site Internet du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec.
le massif de Charlevoix lance la 2e édition du vol de l'oiseau mécanique. Le projet contribue à bonifier l'offre touristique 4 saisons de la montagne emblématique. Ils ont pensé à un projet parce qu'ils savaient que le massif était à la recherche d'une activité, d'une offre touristique, surtout durant la saison estivale. On cherchait déjà depuis quelques années des produits. Il y avait des choses qu'on avait regardées, ça n'avait pas fonctionné. Et tout d'un coup, ces gars-là nous ont présenté un projet qui, au départ, en fait, la source de notre émerveillement par rapport à ça, c'était l'idée de faire un show à bord des remontées mécaniques. Donc, à partir de là, on s'est dit, oui, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Maintenant, est-ce que c'est faisable? Alors, tout ça s'est construit pendant 2 ans de recherche et développement, je dirais. On a fait des tests dans la montagne, on a regardé des trucs. Suite aux commentaires du public reçus l'an dernier, l'équipe de concepteurs a modifié certaines sections du parcours illuminé. L'année dernière, on avait eu une très, très belle expérience. On était très heureux de l'expérience, mais on a quand même été à l'écoute des gens qui nous ont dit que la descente, les marches, il y avait beaucoup d'attentes. On a été un peu pris de notre succès, puis on a été obligé de modifier un peu notre parcours pour rendre ça beaucoup plus fluide. On avait des marches ici en haut, au sommet de 350 mètres. On descendait dans le noir face au fleuve que nous, on adorait en chaise. Les gens majoritairement adoraient cette partie-là. Mais après, il fallait qu'ils remarchent 750 mètres jusqu'à la grande pointe. Alors, c'était très long, c'était ardu. Pour certaines personnes à mobilité plus réduite, pour des personnes avec plus de difficultés, c'était un peu long comme parcours. Alors, on a réduit un peu, on a rendu ça un peu plus efficace comme parcours. On a étiré certains tableaux, on a modifié, on a rajouté des effets lumineux. C'est principalement le même plan séquence qu'on avait, mais avec beaucoup plus de connaissances, parce qu'on a 1 année d'expérience. Et comme on loue l'équipement année par année, c'est-à-dire qu'à chaque année, on doit réinstaller de l'équipement, on a le loisir de modifier ces équipements-là, de modifier où ils sont. Quelques nouveautés ont également été apportées pour améliorer l'expérience des visiteurs. Les nouveautés de cette année, il y a 3 points. Il y a la descente en télécabine, donc en gondole, qui est tout près de la grande pointe, avec une narration. Alors ça aussi, les gens nous ont dit, on ne comprend pas tout à fait l'histoire. Alors, en ayant des bouts de narration, on descend pendant 16 minutes, on fait une narration sur à peu près 50 % du temps. Alors, on a des brides d'informations sur l'histoire, sans que ce soit une histoire qui est linéaire. C'est une impression qu'on veut laisser. La deuxième chose, c'est après, entre la gondole, donc la télécabine et la grande pointe, à peu près 300-350 mètres, on passe à travers le pont, la passerelle du passe-temps. Alors, on a créé un tableau lumineux et musical à ce moment-là, qui est un magnifique pont, qui est une magnifique passerelle qui n'était pas utilisée l'année dernière. La 3e nouveauté de cette année, c'est au sommet ici, c'est tout à l'accueil, c'est l'expérience client. Dès le début, les gens sentent dans le stationnement ici en haut, on a rajouté des arches lumineuses. Les gens se sentent beaucoup plus dans l'action, je dirais. Après, on a ramené notre arche qui était superbe. L'année dernière, faite tout de bois, qu'on a ramené tout près des gens. Les gens passent à travers cette arche-là, rentrent, et on a créé un terrain de jeu. On a recréé un feu de camp artificiel, évidemment. On ne veut pas faire un vrai feu de camp sur une montagne, où on peut s'asseoir sur des chaises de remontée qui sont stables, qui sont statiques. On peut écouter de la musique, on peut contempler la nature, on peut prendre notre temps. Les créateurs affirment avoir entendu les critiques liées au bruit perçu par les résidents de Petite-Rivière-Saint-François. On a bien écouté ce que les gens nous ont dit. Durant l'été aussi, on avait pris quelques lectures, mais cette année, on a écouté ce que la municipalité nous a demandé, c'est-à-dire ils ont engagé une firme externe, que nous, on n'a rien à voir avec cette firme-là. C'est cette firme externe-là qui est venue prendre des lectures ici pendant près de 48 heures. Ils nous ont demandé de jouer tableau par tableau, de jouer l'ensemble du spectacle. Ils sont repartis. Nous, on n'avait aucune influence avec eux là-dessus. Et on s'assure que tous les volumes qu'on a présentés durant ces lectures-là, cette analyse-là, elle soit exactement, qu'elle corresponde à 100 % de ce qui va se passer tous les soirs. Alors, là, après, c'est à la municipalité de nous revenir. Mais pour l'instant, ce qu'on comprend, c'est qu'on est conforme aux règles du ministère. L'équipe derrière le projet espère que le public sera de nouveau au rendez-vous cette année.
Bien, les réservations sont au rendez-vous comme l'année dernière. On est à peu près au même endroit. Là, après, écoutez, c'est sûr, c'est à suivre. Nous, on espère. Mais moi, je pense, encore une fois, qu'il y a beaucoup de touristes qui passent par Charlevoix jour après jour. Il faut juste leur dire, hey, on est ici, venez nous voir. Vous cherchez quelque chose à faire, on est ici. Arrêtez par ici au lieu avant d'aller jusqu'à Tadoussac. Arrêtez ici, on est là. On a un truc à vous offrir. L'activité sera présentée jusqu'au 2 septembre inclusivement. La 12e édition du Québec Mégatrail s'est récemment tenue en Charlevoix et sur la côte de Beaupré. Cette compétition de course en sentier a réuni 3500 athlètes d'ici et d'ailleurs. Une dizaine d'épreuves, dont la distance variait entre 1 et 160 km, étaient au programme de l'événement. TVCO a rencontré 2 athlètes du Québec et un coureur d'élite espagnol afin d'en apprendre davantage sur les raisons qui les poussent à pratiquer ce sport de haute intensité. Parlez-moi un peu de vos motivations. Au départ, quand vous avez débuté la course à pied dans des sentiers pédestres en montagne, où est-ce que vous alliez chercher vos motivations et cette énergie-là? C'est la connexion avec la nature. Tu sais, je viens d'un monde où c'était la course de route, donc beaucoup centralisé sur la cadence, sur ta montre, sur ton pace. Puis là, tu te ramasses dans des sentiers où il y a pas, tu sais, ton attention se porte beaucoup sur tes pieds. Fait que les racines, les roches, pas rentrer dans l'arbre. Donc, c'est vraiment comme c'est une game, c'est un jeu. Fait que je m'amuse en courant en sentier. Fait que c'est vraiment, c'est une nouvelle sensation là, puis l'énergie est complètement renouvelée. Quand il y a quelque chose qui va pas bien, quand tu es en montée, tu as mal aux cuisses, tu sais que ça va finir par redescendre. La foulée est toujours différente, donc tu as beaucoup moins de douleur qui est cyclique, comme un coureur de route là où c'est très, très, très routinier, là, le pas et la cadence. En trail, on a vraiment une cadence qui varie, donc moins de douleur, moins de blessures, plus d'énergie. Tout d'abord, c'est sûr que moi, je suis un coureur sur route. J'ai fait des 5 km, des 10 km, j'en fais encore aujourd'hui, et des marathons. Mais après une vingtaine d'années à participer à des courses sur route et même sur piste et en cross-country quand j'étais à l'université, il me fallait un défi supplémentaire. Et c'est là que j'ai vu les courses d'ultra, des 80, des 100, 110 comme en fin de semaine, ou même voire des 160. Mais pour moi, au début, c'était un peu fou de penser de franchir ces distances-là. Mais en fin de compte, en m'entraînant, je me suis aperçu que c'était possible et de repousser ses limites à un nouveau niveau et de voir qu'on est capable. Et pour cela, il faut vraiment, durant une journée, qu'on va faire un 110 km, s'alimenter, s'hydrater comme il faut. Et pas voir ça comme une course de vitesse, mais voir ça sur une journée. Et on avance d'une étape à l'autre en essayant de terminer la course. Sur le circuit mondial du World Trail Majors, les coureurs d'élite choisissent les épreuves auxquelles ils souhaitent participer afin d'avancer au classement. Abel Carretero Ernesto témoigne des raisons qui l'ont poussé à venir compétitionner au Québec Mégatrail. Sí, yo, claro, al final viviendo en España siempre es mucho más fácil y accesible competir por Europa, por proximidad. Y en este caso, como este año estoy haciendo el circuito de las World Trail Majors, y una de las carreras era aquí en Quebec, pues me surgió la posibilidad de venir a América a competir aquí y bueno, siempre creo que hay que aprovechar estas oportunidades. Se trata de cambiar de continente, venir a un sitio con otra cultura, con otro tipo de carreras y eso siempre es atractivo, aunque al final son carreras que normalmente tienen unos estándares muy parecidos en todos los países. Pues bueno, siempre es venir a descubrir nuevos sitios y esa parte pues también motiva, ¿no? ¿Y este circuito en Charlevoix, en Quebec, es un poco diferente de los otros o es muy parecido? Yo de momento, claro, llevo aquí 3 días. He salido un poco por la zona de aquí de Mont-Saint-Anne, donde hay la zona de meta. Y he podido ver pues que hay recorrido de todo, ¿no? Un poco técnico también, con piedras. Hemos cruzado varias veces un río, ¿no? Por dentro del río, cosa que allí no es tan habitual. Parece que hay varias partes así un poco salvajes, con lo cual seguramente esto la puede diferenciar de otras carreras en Europa
en las que no es tan habitual, ¿no? À quoi ressemble l'entraînement des coureurs rencontrés? 20-25 heures d'entraînement semaine, ouais. Donc, tous Quand même, les avec jours. les 40 heures de travail. Avec 40 heures de travail, 20 à 25 heures d'entraînement, vous courez pratiquement tous les jours, là? Oui, oui, mais je fais beaucoup d'entraînements jumelés combinés avec du vélo. Donc, je fais ce qu'on appelle l'entraînement croisé, juste parce que ça hypothèque beaucoup moins le corps pour l'entraînement pour de l'ultra-distance. Si je faisais mes 20-25 heures semaine seulement sur mes jambes à courir, je pense que j'aurais peut-être plus de blessures. Fait que là, j'en fais au moins la moitié sur vélo, moitié sur la course, ouais. En plus de l'endurance physique dont ils font preuve, les coureurs en sentier se doivent de développer leur résistance mentale. Yo creo que esto siempre se está desarrollando y al final las carreras de ultradistancia son un aprendizaje continuo. Nadie nace enseñado, como se suele decir. Entonces, a medida que vas haciendo carreras y vas acumulando experiencia, seguramente aprendes mucho más a gestionar tu propio esfuerzo físico y también pues esta parte mental, ¿no? Sobre todo cuando haces carreras muy largas. Al final, cuando pasas de 100 kilómetros, estás cansado, te empiezan a doler las piernas, a veces te cuesta comer, ¿no? Porque la barriga se te cierra. Entonces, llega un punto que tienes que buscar ese punto de fortaleza mental y decir, bueno, voy haciendo, voy tirando, luego merecerá la pena, ¿no? Tú mismo te vas convenciendo, ¿no? Les athlètes doivent souvent composer avec des horaires très chargés. Vous êtes aussi mère de 2 jumeaux âgés de 5 ans. Vous êtes ingénieur à temps plein parce que au Québec, lorsqu'on fait de la course à pied, ce n'est pas un emploi, vous n'êtes pas rémunéré, vous devez travailler à temps plein pour subvenir à vos besoins. Malgré ça, vous arrivez à compétitionner, vous gagnez en plus beaucoup de podiums à l'international et vous en êtes seulement qu'à votre 2e saison dans le monde, sur la scène mondiale. Est-ce que vous pouvez me dire où vous allez chercher cette énergie-là et cette résistance mentale-là? Bien, je pense que c'est quelque chose que tu travailles. Tu sais, ça fait longtemps que je m'entraîne. Je m'entraîne depuis 14-16 ans à des horaires assez réguliers, là, tous les jours, 2 heures par jour. Fait que cette charge-là, mon corps est habitué de le prendre. Le travail mental, je pense que c'est un acquis que j'ai par mes expériences, par ce que j'ai vécu dans ma vie. Fait que c'est une force mentale que tu peux travailler. Fait que la personne qui se lève le matin, qui est comme, aujourd'hui, ça me tente pas d'aller courir, je vais pas courir, puis qui ne va pas courir, elle travaille pas cette force mentale-là. Mais la personne qui, malgré les enjeux, malgré le stress, malgré des fois l'horaire qui est restreint, va quand même aller courir. C'est tranquillement, pas vite, cette façon-là qui fait en sorte que tu travailles ton mental pour finalement arriver à une course comme ça où tu compétitionnes contre les meilleurs au monde. Je vais aussi me répéter ça dans ma tête souvent, que ces meilleurs au monde-là sont rémunérés pour être sur le podium. Et moi, je compétitionne contre elles en me disant, tu sais, j'ai une pression en moins, c'est sûr, j'ai pas la pression de performance. C'est seulement moi qui me mets cette pression-là. Je suis quand même bonne pour m'auto-mettre de pression. Mais, tu sais, il y a des athlètes internationales, élites, qui sont faits pour, justement, s'entraîner puis être sur le podium. Vous le faites donc, un peu par passion, là, si je comprends bien. Oui. Moi, c'est une passion et je veux que ça demeure une passion. Quelqu'un qui me disait, tu sais, c'est un jour, là, tu brilles de tous tes feux puis tu ne fais que des podiums puis que ta course à l'UTMB, tu te places bien puis qu'on veut te rémunérer pour ça. Est-ce que c'est quoi, tu sais, est-ce que ça serait un game changer? Est-ce que tu changerais puis tu lâcherais ta job d'ingénieur pour devenir athlète élite? Puis ma réponse à ça, c'est non. Parce que je veux que ça demeure ma passion, je veux que ça demeure mon échappatoire quand mon stress au travail est trop grand, quand ma vie familiale, à un moment donné, tu as besoin d'aller courir, puis t'évader, puis de partir dans le bois. Je veux que ça demeure le plaisir dans ma vie. Oui. Fait que, tu sais, je pense pas vraiment faire la transition. Vous êtes également père de famille, vous avez un emploi à temps plein, vous vous entraînez plusieurs heures par semaine. Est-ce qu'on ne vient pas, à un moment donné, en étant un coureur d'élite, à devoir organiser son horaire, un peu comme Tetris, si je peux me permettre? C'est compliqué, c'est un peu compliqué, mais je fais ce que je peux et je fais avec mon entraînement. Certains coureurs de haut niveau sont très, très forts, ils s'entraînent vraiment beaucoup plus que moi. Mais moi, j'arrive avec mon entraînement et s'ils me battent, tant mieux. Et si je les bats,
tant mieux pour moi. Parlez-moi-en de vos attentes là, pour cette fin de semaine, lors de votre épreuve. Est-ce que vous avez des prédictions? Est-ce que vous avez des attentes particulières? C'est certain que j'aimerais ça terminer dans les premiers. Mais j'ai une très bonne saison cette année sur route. Donc, ça va être ma première course. Ma deuxième course en sentier. La première, je l'ai gagnée. Mais je n'ai pas nécessairement de grandes attentes. Je veux juste terminer, je veux bien gérer. Et si j'ai réussi à terminer à bien gérer ma course, je vais être dans les premiers, sinon pas. Suite à cette fin de semaine de compétition, Geneviève Asselin-Demers a remporté l'épreuve du 80 km chez les femmes. David Savard-Gagnon a également été couronné aux 110 km chez les hommes. Quant à Abel Carretero Ernesto, il a dû abandonner sa course au 122e kilomètre de son épreuve.